Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 9 septembre 2022. Alors hélas, je n'ai pas pu faire d'autres vidéos cette semaine, parce que j'étais très occupé au boulot. Donc on fait aujourd'hui un nouveau point de situation. Alors tout d'abord quelques informations générales. Les États-Unis vont débloquer une nouvelle aide à l'Ukraine de 675 millions de dollars, avec donc des munitions pour HIMARS et également des obus Excalibur. Donc ce sont des obus d'artillerie. Ces obus ont la particularité d'être guidés, donc ils sont précis et ils ont une portée de 40 km. Maintenant sur le terrain, on va commencer tout de suite avec le front de Kharkov. Alors au nord de Kharkov, pas beaucoup d'évolution, des combats sur Oudy. Les Ukrainiens ont repris Petrivka, qui se situe ici, et Uranivka. Donc la principale information de ces derniers jours est l'offensive des forces ukrainiennes dans le secteur de Balaklia. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement sur la carte, donc cette offensive a été lancée le 6 septembre, donc il y a 3 jours. Et ce qu'on peut noter, comme vous pouvez également le constater sur la carte, c'est que c'est allé très très vite. Puisqu'en seulement 3 jours, les forces ukrainiennes de leur base de départ de l'offensive, donc qui se situe ici dans la zone jaune, jusqu'à Kupiansk, il y a un peu moins de 70 km, mais ils se sont emparés du petit village de Senkovier, qui est ici, qui se situe à plus de 70 km de leur base de départ. L'offensive continue, puisqu'actuellement, chaque heure, on reçoit des informations sur des villages qui passent sous contrôle ukrainien dans ce secteur, et la tête de pont est en train d'être élargie, comme vous pouvez le voir ici vers le sud, vers le secteur de Bakhtin. Donc l'offensive s'est déroulée en plusieurs phases. Une première phase qui a visé essentiellement Balaklia et l'axe qui est au nord-est de la ville. Donc les Ukrainiens ont lancé une attaque depuis le sud de Balaklia et également au nord de Balaklia sur plusieurs axes. Donc il y avait au moins 3 axes d'attaque initiale. Il y a eu également une attaque en venant de Chouïf, ici, qui a permis aux Ukrainiens de récupérer le village de Shlaklovsky, ici, et ensuite de continuer. En revenant sur Balaklia, donc les Ukrainiens ont repris l'arsenal numéro 65 qui se situe à Verbivka, ici, donc en périphérie de Balaklia. La particularité de la ville de Balaklia, c'est qu'elle abrite le plus grand dépôt de munitions d'Ukraine, donc que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc les Russes s'en étaient emparés début mars, et donc maintenant le secteur donc, de Balaklia est sous le contrôle des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont lancé des groupes mobiles, ce qui leur a permis donc d'avancer très rapidement sans attendre l'infanterie. Et ces groupes mobiles, donc composés de véhicules blindés et également donc de chars, ont évolué très rapidement vers l'est en direction donc de Kupiansk et de Senkovier, sans forcément s'occuper donc des différents villages, mais d'aller le plus rapidement possible en direction de l'est. Ce qui a permis au deuxième échelon donc, de l'offensive ukrainienne de reprendre les contrôles des différents villages derrière les offensives de ces groupes mobiles. À l'est de Balaklia, ici, donc, il y a des combats et les Russes restent maîtres des villages de Visnivka, ici, et de Vézelier. Quelques informations donc, sur cette offensive. Un Sukhoi 25 russe a été touché par un Manpad. On n'a pas vu l'image où il s'écrasait, mais apparemment cet avion se serait écrasé et le pilote se serait éjecté. On note également un nouveau marquage des véhicules ukrainiens sur le front de Kharkov, donc avec une croix blanche. Il y a toujours une forte concentration de troupes ukrainiennes à Andrivka, donc Andrivka c'est ici, c'est d'où est partie l'offensive. Et on note également donc, dans les images et les vidéos qui nous parviennent de cette offensive, une forte présence de matériel étranger comme des M113 américains, des T-72 polonais, mais également les véhicules blindés turcs, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, des Panzerhaubitze 2000 allemands, et également la Légion internationale. Les villes de Izium et de Kupiansk ont été bombardées par les HIMARS, donc Kupiansk se trouve ici, et Izium ici. Maintenant, on va essayer de démontrer l'importance de Kupiansk. Donc Kupiansk fait partie d'un nœud stratégique très important pour le ravitaillement des Russes, et notamment sur Izium. Alors ici en blanc, en gras ici, j'ai matérialisé les principaux voies et axes d'approvisionnement. Donc on en a 2 au nord. Ces 2 axes de ravitaillement au nord
permettent de faire venir du ravitaillement depuis la région de Belgorod, ici, en Russie. Maintenant, au sud de Kupiansk, il y a deux principaux axes, donc un qui part vers l'ouest et un qui part vers le sud, et ces deux axes principaux approvisionnent l'armée russe à Izium. Et avec la prise donc, du village de Senkovie, qui se trouve ici, ces deux axes d'approvisionnement sont maintenant coupés. Donc le seul approvisionnement pour Izium en provenance de Kupiansk, il va falloir faire un grand détour par l'est, ici, pour pouvoir approvisionner. Donc ça, c'est un coup dur pour les forces russes sur Izium. Alors concernant les pertes, alors les Russes n'ont pas communiqué sur ce chiffre, et du côté ukrainien, on avance que les Russes auraient perdu 5000 hommes ces 3 derniers jours. Mais comme je vous le dis à chaque fois sur les estimations donc, des pertes donc, de chaque camp, d'ailleurs chaque camp va essayer d'exagérer les pertes de l'ennemi et de diminuer ses propres pertes. Mais comme toujours, il faudra toujours donc, du temps et des confirmations officielles pour avoir un nombre précis sur les pertes, ce qui se fera certainement après le conflit. Ce qu'on peut noter, c'est que du côté russe, la qualité des troupes présentes dans ce secteur n'était pas de la même qualité, enfin n'est pas de la même qualité que les troupes qui sont par exemple en première ligne sur le front de Kherson, et que certains secteurs ou même certains villages étaient totalement désertés de l'armée russe. Ce qui n'enlève rien à la qualité et à la mise en exécution du plan des forces ukrainiennes. Ensuite, un petit mot sur la rivière Oskil, que vous trouvez ici. Alors, le pont sur Senkovie a été détruit. Alors, la particularité de cette rivière, c'est qu'actuellement le niveau est assez bas. Sur certaines portions de ce fleuve, on peut passer à gué. Donc on ne pourra pas dire que ce fleuve constituera une barrière ou une ligne de défense naturelle actuellement. Sur Izium, donc Izium est ici, donc Izium est coupé de ses voies d'approvisionnement depuis le nord. Dans la zone grise, les Ukrainiens ont repris quelques villages comme Dimitrivka ici et Virnopilia. Il y a des combats sur Kopanki. Alors plus à l'est ici, il y a un regroupement de troupes ukrainiennes dans le secteur de Dolina, ici. Et ensuite, des informations donc contradictoires. Donc chacun des camps revendique le contrôle des villages de Dovenkie, Pasika et Borodichne. Et donc toujours dans ces cas-là, je mets une pastille noire en attente d'autres confirmations. On continue au nord-est de Slaviansk. Ici, donc vous avez Slaviansk ici. Donc au nord-est de Slaviansk, les Ukrainiens ont de nouveau franchi le fleuve du Donetsk, donc qui est ici, puisque ces derniers se sont emparés des villages de Bruskivka et de Stary Karavan, et à l'est, donc ils sont revenus sur Ozernier. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, un petit groupe de soldats ukrainiens s'était rendu dans cette localité, avait pris des photos et était reparti. Et bien cette semaine, ils sont revenus, avec davantage en nombre. Et non seulement ils ont contrôlent maintenant Ozernier, mais ils ont lancé aussi des groupes de reconnaissance jusqu'au sud de Yampil. Et les Ukrainiens ont mis en place un ponton dans le secteur à l'ouest de Brosivka, ici. Et on signale voilà, des groupes de soldats ukrainiens également au sud de Liman. On continue, on arrive maintenant sur le front de l'Est, ici peu de modifications, combat sur Riorivka, Siversk est toujours sous contrôle ukrainien. Pas d'informations sur Ivono Darivka, Spirne et Berestovie restent sous contrôle ukrainien. Dans le secteur de Soledar, les combats continuent, mais pas d'évolution. À l'est de Bakhmut, combat là également. Le groupe Wagner a réussi à prendre un poste fortifié ukrainien dans ce secteur, mais pas d'évolution significative vers le centre-ville pour l'instant. Au sud de Bakhmut, les combats continuent sur Zaïtsevier. Kodema est passé sous contrôle des Russes, et ces derniers ont lancé une attaque en direction de Mykolaïvka Drua, ici. Des combats également sur Mayorsk, ici, et sur Choumi, mais pas d'évolution sur la ligne de front. New York a été bombardé par les Russes, mais pas de signe de combat au sol ces derniers jours. Maintenant on arrive dans le secteur de Donetsk. Des combats sont rapportés sur Kamianka, ici,
Et au sud de Donetsk, les Ukrainiens donc, ont repris plusieurs localités, comme Spartak, Vézelé et la mine de Boutivka qui se situe ici. Pas d'informations sur Opitné ici. Et donc plus à l'ouest Pisky, donc qui est toujours sous contrôle des Russes. Des combats sont rapportés en direction de Pervomaïskie, qui reste sous contrôle ukrainien, tout comme Vodiane et Nevelsky. On continue sur la ligne de front, il y a toujours des combats sur Marinka, sur Novo-Mikhailivka. Solotki est repassé sous contrôle ukrainien. Et en parlant de contrôle ukrainien, dans le secteur de Vuhledar, là aussi, les Ukrainiens ont repris plusieurs villages, comme Yehorivka, Novomayorsk et également Oktabirsky, ici. La situation n'est pas claire sur le village de Mikilsky, ici. Tout comme sur Zolota Niva. On arrive dans le secteur de Zaporizhia, sur Velika Novosilka, ici, les Russes se sont emparés du village à l'ouest, le village de Vremivka, ainsi que de Novopil. Le reste du secteur de Zaporizhia est stable, la seule évolution c'est que les Ukrainiens ont repris le village de Dorozhnyanka, ici, mais pas d'évolution significative sur la ligne de front. Ensuite on continue, on va faire un tour sur la centrale nucléaire d'Ener Odar. Alors ici, je dois vous adresser mon mea culpa, puisqu'en effet, la semaine dernière, je vous avais annoncé une vidéo sur des corps ukrainiens dans le secteur de Ener Odar, au nord. Et bien cette semaine, j'ai vu la deuxième partie de cette vidéo, et en fait, il s'agissait d'un montage de soldats russes faisant croire que des soldats ukrainiens avaient été tués dans ce secteur. Donc ce qui peut porter des doutes sur la véracité donc, des faits dans ce secteur, et notamment sur les débarquements. Donc informations et événements à contrôler ces prochains jours. Donc excusez-moi encore. On va maintenant donc terminer sur le front de Mykolaiv-Kherson, en commençant par le secteur nord. Là, de nombreux villages sont repassés sous contrôle ukrainien. Donc je ne vais pas tous vous les citer, mais vous pouvez les voir ici à l'écran. Mais les plus importants dans le secteur de Vysokopilya, c'est que Oligny et Arkhangelsk sont maintenant sous contrôle des Ukrainiens et ont repoussé les Russes vers le sud. Sur Kryvyi, un dépôt de carburant a été détruit par les Russes. Ensuite, on va aller dans le secteur donc, de David Hybride. Les Ukrainiens, petit à petit, élargissent et approfondissent la tête de pont, puisqu'ils contrôlent donc toujours ces trois petits villages de Suki, Stavok, Kostromivka et Bézigné, et on rapporte des combats sur Chaklovier. Donc il y a une progression actuellement donc, des Ukrainiens en direction du sud-est. La situation n'est pas claire sur David Hybride même, et Brouskistnie ici est bien sous contrôle des Russes. On note la présence ici, donc côté ukrainien, de la 35e brigade de marine, qui fait face à la 205e brigade de fusiliers motorisés, et également au 217e régiment aéroporté de la garde. Donc voilà pour le secteur. Ensuite sur Sinihorivka, pas d'évolution, si ce n'est qu'un dépôt de munitions a été donc détruit par les forces ukrainiennes. Novopetrivka est repassé sous contrôle des Ukrainiens, Blaudatnie reste sous contrôle des Russes. Et ici, donc entre Mykolaiv et Kherson, les Ukrainiens ont repris les villages de Blaudatnie, Ternovipody et Smilotove. Et la situation reste toujours incertaine dans le secteur de Oleksandrivka, au sud-ouest. Sur la situation sur Kherson, alors plusieurs pontons ont été détruits. Alors le ponton de Darivka, qui a été détruit le 6 septembre. Ensuite on a un autre ponton à proximité du pont Antonovski, donc celui-ci, le ponton, et également la barge qui faisait des allers-retours a également été détruite. Et notre ponton, celui de Lvovier, qui se situe ici, a également été détruit, et lui le 5 septembre. Donc sont toujours utilisés les pontons donc, de Ivanivka, et également sur Nova Kakova. Le pont reste impraticable, mais ici le ponton est toujours utilisé par l'armée russe.
Donc voilà pour les informations au 9 septembre 2022. Donc en résumé, le front de Kharkov a explosé dans le secteur de Balaklia. Les Ukrainiens ont progressé sur certaines portions de plus de 70 km en 3 jours. Ils ont repris Senkovier et les combats ont débuté en périphérie de Kupiansk. L'approvisionnement des troupes russes sur Izium par le nord est coupé. Et les deux armées transportent actuellement des renforts dans ce secteur. Le village de Kodema dans le secteur de Bakhmut est contrôlé par les Russes, qui progressent lentement. Les Ukrainiens ont repris des localités au nord de Donetsk, mais également dans le secteur de Vuhledar. Et enfin, sur Kherson, les Ukrainiens progressent là aussi lentement, au nord, donc sur Vysokopilia, et au centre, sur la percée de Andrivka. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Je vous laisse avec la ligne de comparaison hebdomadaire. Je vous remercie, portez-vous bien, et à bientôt.